La légende de la Dame aux cailloux. Comment avait-elle commencé? Nul ne l'avait vraiment su. De nombreux récits, aussi farfelus les uns que les autres, ont longtemps perpétué sa légende. Avec les années, un seul d'entre eux s'est fait loi. Certaines personnes, aujourd'hui encore, disent que cela n'est qu'une fiction, simple caprice d'un plaisantin qui voulait faire une farce à ses amis. De nombreuses rumeurs sont nées et grâce à Dieu, tous se sont tus pour laisser place à la vérité. Mais tout avait changé depuis cette fameuse nuit. On avait, cette nuit-là, voulu relever un défi que nous nous étions lancé, camper dans la forêt des Camélias, qui fut, à travers le temps, rebaptisée la forêt de la Dame aux cailloux. On disait même qu'elle était hantée, qu'il s'y passait des choses étranges à la nuit tombée. On avait entendu dire que de nombreuses personnes y avaient déjà disparu, sans laisser la moindre trace. Mais pour nous, cela ne faisait partie que des rumeurs que faisaient passer les gens pour se distraire. Après avoir marché près d'une heure dans les bois, on arriva sur d'anciennes ruines, celles d'une vieille maison. Il n'y avait pas une âme qui vive. En arrivant près d'elle, Bob se mit à crier. Ouh, les fantômes, m'entendez-vous? Puis il se tourna vers nous et cria. Vous voyez, personne n'a répondu. Amélie prit la parole et lui répondit. Tu viens de les faire fuir avec ta grosse voix. On éclata de rire, sauf Claire, et elle se mit à nous crier. Arrêtez, vous allez me faire peur. Arrêtez de les provoquer. Comme nous étions tous fatigués, épuisés par cette heure de marche, avec tout le poids de nos sacs sur le dos, on décida d'un commun accord de planter notre camp au beau milieu des ruines. Je crois qu'on se trouvait à l'endroit même où se trouvait le salon. À notre droite, il y avait encore le reste d'une vieille cheminée. À nos pieds, les restes d'un plancher en bois recouvert d'une fine couche de béton, dont quelques carreaux fleuris venaient y apporter de la fraîcheur. Malgré le temps, on pouvait juste en frottant avec nos mains distinguer parfaitement les motifs qui y étaient gravés. Chaque carreau était composé d'une orchidée. Le salon en était tapissé. À vue d'œil, on pouvait distinguer les diverses variétés d'orchidées qui existaient. En voyant cela, Claire nous dit joyeusement. Elle devait aimer beaucoup les orchidées. Amélie lui répond d'une voix un peu tremblante. Pourquoi dis-tu elle? Crois-tu qu'on est sur les ruines de la maison de la Dame aux cailloux? Bob répondit à Amélie d'un ton ironique. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est sa maison. Puis il continua sur un ton plus sarcastique. On aurait dû peut-être lui emmener des fleurs. En entendant cela, Claire s'écria avec autorité. Tais-toi, Bob. Tu lui manques de respect et cela dans sa propre maison. Excuse-toi tout de suite. Ce que venait de dire Claire nous choqua tous, car elle n'était pas une fille qu'on pouvait qualifier d'expressive et démonstrative. Elle était plutôt d'une nature timide et réservée. Le plus choqué, je crois que c'était Bob, car on avait tous vu qu'il avait rougi en entendant ces paroles. Comme pour se sauver la face, il répondit à Claire sur un ton plaisantin. Je suis désolé, madame, et merci de nous accueillir dans votre maison. Claire répondit aussitôt. Je préfère cela, jeune homme. Ce n'était pas la voix de Claire, mais celle d'une autre femme. Cela nous avait glacé le sang. On avait tous involontairement un visage figé par l'étonnement, sauf Claire. Elle semblait calme et paisible. Elle reprit aussitôt comme si elle venait de se réveiller. La nuit va bientôt tomber. Dépêchons-nous de monter notre camp. Elle venait de retrouver sa vraie voix. On se mit à la tâche, et personne n'osa parler sur la voix étrange qu'avait prise Claire quelques minutes auparavant. On aurait dit que cela était passé inaperçu, ou plutôt, devrais-je dire qu'on avait volontairement préféré de l'effacer de nos mémoires et de nos craintes. Cela nous donna du cœur à l'ouvrage. On monta toutes les tentes en quelques dizaines de minutes à peine. John proposa son aide aux filles car, de nature bricoleur, et il en montait une en quelques minutes à peine. Nous prîmes une bonne vingtaine de minutes à monter les nôtres, du moins à essayer de le faire, ce qui eut pour conséquence les joyeuses moqueries des filles à notre égard. Par solidarité masculine, John décida de nous donner un coup de main. Le problème fut réglé très rapidement. C'était un vrai coup de maître que venait de réaliser John.
mais surtout, on n'était vraiment pas doué pour monter une simple tente. Comme il faisait encore jour et que la nuit ne tomberait que dans quelques heures, on entreprit de faire une petite promenade autour des ruines de la maison qu'on avait découverte. Après quelques minutes de marche, on arriva près d'une ancienne rivière, ou ce qu'il en restait, et qui ressemblait à une rivière. Claire s'exclama: Voici où se tenait jadis cette fameuse rivière. On la regarda, tout étonné. Il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait eu une rivière à cet endroit. Il ne restait que des rochers recouverts avec le temps de nombreuses végétations. Il y avait diverses espèces d'orchidées. En voyant ces fleurs, Amélie s'écria: Qu'elles sont belles! Je vais en cueillir une. Mais Claire l'arrêta en lui prenant la main. Non, ne fais pas cela, Amélie. Amélie la regarda d'un air très étonné et lui demanda: Pourquoi Claire? Puis elle continua d'un ton rempli de lumière: Elles sont si belles! Claire relâcha la main d'Amélie et lui montra ce qu'il se trouvait dans son dos. C'était une vieille plaque rouée et jaunie par le temps, mais on pouvait y lire distinctement: Ici repose en paix ma petite fille, Fleur Ophélie. Et en toutes petites lettres était écrit: N'arrachez pas cette orchidée, elle tienne compagnie à ma fille. John, qui était de nature discrète, par son handicap, entreprit d'escalader toute une montagne de phrases. Cette fois-ci, son bégaiement ne l'arrêtait pas. Il commença par ces mots: Demandons-lui de nous pardonner, car notre offense envers elle et Ophélie ne viennent que de notre ignorance. Demandons-lui de pardonner notre curiosité, de nous pardonner encore une fois d'avoir douté de l'amour qu'elle portait à sa fille. Il termina sur un même ton, d'une voix étonnamment claire et parfaitement distincte. Faisons une prière pour elle. Amélie, en entendant cela, se mit à pleurer, et Claire en fit de même. Après quelques minutes de prière destinées à Ophélie et à sa mère, on décida de regagner notre camp, car la nuit commençait à tomber. Sur le chemin du retour, on ne prononça aucun son, craignant peut-être les murmures de nos âmes meurtries par cette découverte. Comme il commençait à faire froid, on décida d'allumer un feu, non pour réchauffer nos cœurs, mais nos âmes, car les flammes de nos lampes à pétrole commençaient à vaciller. Bien qu'il n'y eût pas le moindre bruissement de vent, cela troubla Amélie qui, à notre étonnement, nous dit avec anxiété: Je ne vois aucune feuille bouger, et pourtant je sens un vent glacé qui va et qui vient sur mon visage. Puis elle reprit: Ne le ressentez-vous pas? Claire prit la parole d'une voix tremblante: Je n'ai jamais eu si froid de toute ma vie. J'ai l'impression qu'on pose des mains sur mon visage et qu'on les retire aussitôt pour les reposer à nouveau. Puis elle sursauta: Voyez, cela vient de se produire. Bob prit la parole à son tour: Moi je ne sens rien de tout cela. Je dirais même que je n'ai jamais eu si chaud de toute mon existence. Puis il se tourna vers moi et me demanda: Julien, as-tu aussi froid qu'eux? Je lui répondis: J'ai l'impression d'avoir chaud, et pourtant je sens en moi un vent glacial. Claire prit la parole et me dit: Tu me fais peur, arrête. À ces mots, on entendit un bruit venant à peine de quelques mètres de notre camp de fortune. C'était comme le fracas de petits cailloux qu'on lançait dans l'eau. On l'entendait de plus en plus distinctement. Il s'approchait de plus en plus de notre feu de camp. On avait tous retenu notre respiration car tous, on pensait, me semble-t-il, que le moindre son aurait fait surgir notre camp aux yeux du monde et aux êtres qui nous entouraient à quelques lieues à peine. Ce flot incandescent des murmures et de cris laissait échapper un bruit de cassures de vieilles branches toutes pourries, tout autour de nous, écrasées par quelques êtres encore inconnus à nos yeux. On entendait de tous côtés ces froissements d'arbres et de branches dont la cassure venait balayer notre lourd silence qui régnait à présent dans notre propre demeure. Le moindre souffle, le moindre soupir ne faisait que renforcer ce sentiment d'insécurité en nos cœurs. La danse de cette mort implacable tourna tout autour de nous. Au bout de quelques minutes immortelles, un grand vide se remplit d'un silence éternel. Il venait de nous quitter à grands pas et à vol d'oiseau, en nous laissant ce sentiment d'incertitude de son existence. Soudainement, Bob nous cria: Si on allait jeter un coup d'œil. À ces mots,
Tout le monde sursauta. Puis il reprit avec assurance. Vous n'allez quand même pas vous mettre à croire à cette légende inventée de toutes pièces. Vous ne croyez quand même pas qu'il y a vraiment le fantôme de cette vieille dame qui, à la tombée de la nuit, vient jouer avec sa petite fille, au bord de la rivière en jetant des cailloux? Ce ne sont que des ragots. Il y eut un instant de silence, puis il reprit aussitôt, malheureusement inspiré par cette pauvre petite fille qui jouait près de cette rivière. On dit qu'elle avait glissé, qu'elle y est tombée. On suppose même qu'elle s'est noyée, puis qu'on n'a jamais pu retrouver son corps, seulement un de ses souliers sur la rive. D'ailleurs, cela doit faire au moins 10 ans que cette rivière s'est asséchée. D'un ton plein de fierté, il continua. On ne pourra donc plus se noyer. Claire se leva soudainement et se mit à crier d'une voix affolée. N'y allez pas, n'y allez pas. J'ai eu un mauvais pressentiment. Puis elle reprit d'une voix plus calme. Vous oubliez l'histoire de cette vieille dame. Vous oubliez peut-être que c'était la mère de cette petite fille, et qu'elle aussi a disparu près de cette rivière. À ces mots, elle s'arrêta de parler, commença à regarder tout autour de nous, et reprit d'un ton rempli de prière. Non, n'y allez pas. Non, n'y allez pas. Il nous reste quelques heures avant les premières lueurs de l'aube. Je vous en prie, attendons le matin, et nous irons tous y regarder de plus près. Mais Bob n'avait pas entendu les prières de Claire et insista à nouveau pour que l'on suive. On va vite jeter un coup d'œil et on revient, disait-il. Puis, d'une voix déterminée, il nous demandait à nouveau. Qui est partant? Voyant que Claire et moi-même n'étions pas prêts à les suivre, Amélie, par solidarité, se dévoua. Elle se leva et, d'une voix peu convaincante, dit. D'accord, je viens avec toi. Mais on jette juste un coup d'œil et on revient aussitôt au camp. Une grande joie envahit Bob, et il nous lança d'une voix joyeuse et taquine. Tant pis pour vous, si on trouve quelque chose, on partagera en deux. Puis il reprit plus sérieusement. Vous ne venez vraiment pas? C'est votre dernière chance. Claire prit la main d'Amélie et lui dit, les yeux en larmes. N'y va pas, Amélie, reste. Aide-moi à convaincre Bob de ne pas y aller. Avec ces révélations, Amélie prit peur et dit à Bob, on devrait peut-être écouter Claire et attendre l'aube pour assouvir notre curiosité. En entendant cela, Bob prit sa grosse voix pour nous dire, tant pis, je ne contrains personne à me suivre. J'irai tout seul. Vous les femmes, le moindre bruissement vous fait peur. Heureusement que nous les hommes, nous sommes là. John prit la parole et dit, peut-être qu'on devrait écouter Claire, son instinct n'a jamais trompé. Claire s'avança vers Bob et le serra dans ses bras tout en lui disant, reste, reste, si ce n'est pour moi, fais-le pour Amélie. À ces mots, Amélie se jeta aussi dans les bras de Bob et lui dit, reste près de moi, j'ai un mauvais pressentiment qui ne cesse de grandir en moi. Puis elle reprit d'un air complice, tu pourras me faire la cour ce soir. Bob se mit alors à sourire. Si vous me prenez par les sentiments, les filles, je n'ai qu'à m'incliner. Quoi qu'on dise, les femmes auront toujours le dernier mot et tout ce qu'elles veulent. On s'assit à nouveau près du feu, nos rires perçaient le silence des étoiles. On avait tous oublié la raison de cette randonnée, oublié où on se trouvait et les dangers qu'on pouvait encore rencontrer, oublié la légende de la dame aux cailloux. Mais la réalité allait bientôt refaire surface. Une bonne heure s'était écoulée. On était sur le point de se coucher quand une lumière attira l'attention d'Amélie. Elle s'écria. On dirait qu'il y a quelqu'un près de la rivière. Vous voyez cette lumière? On dirait les lumières d'une torche. John répondit à Amélie. Cela doit être aussi des randonneurs. Je suis sûr qu'ils sont venus camper ici pour assouvir leur curiosité. Je suis sûr qu'ils ont entendu, comme nous, la légende de la dame aux cailloux. Elle termina en disant, je suis sûr qu'ils sont allés jeter un coup d'œil près de la rivière et qu'ils iront se coucher par la suite. On ira les saluer demain matin. Bob s'exclama. Allons leur faire un salut. Je suis sûr que cela leur fera plaisir. On pourrait même les inviter à camper avec nous. Qu'est-ce que vous en dites? Claire, qui était de nature anxieuse, ne trouva pas que cela fût une bonne idée. Elle répondit à Bob. Laissons-les. Cela peut être un couple d'amoureux, je suis sûr qu'ils voudront rester seuls. On risque de les déranger. Amélie trouva au contraire l'idée de Bob amusante et répondit à Claire. On pourrait juste jeter un coup d'œil. Si c'est vraiment un couple d'amoureux, on leur passera juste un bonjour et on s'empressera aussitôt de les laisser dans les bras de l'un et de l'autre. Bien sûr, en partant,
on leur souhaitera une bonne nuit. Bob ne manqua pas l'occasion de faire l'idiot, et répondit à Amélie. Oui, on leur dira bonne nuit, mais surtout de ne pas trop faire de folie cette nuit. En entendant cela, Claire se mit à rire. Elle venait de perdre ses angoisses et ses craintes. En voyant son sourire, cela nous redonna du baume au cœur. En l'espace d'un court instant, on était redevenus des enfants. Peut-être des innocents, fragiles et surtout naïfs. Naïfs de croire à un monde fait de rire et de joie. Après un court instant de silence, il y eut nos rires qui laissèrent la place à un son qui nous était devenu commun. Le bruit de petits cailloux qu'on s'amusait à lancer dans l'eau. Bob s'exclama avec assurance. J'ai trouvé ce qui provoque ce bruit de cailloux dans l'eau. Je suis sûr que ce sont les gens du village qui viennent jeter des cailloux, la nuit dans un grand récipient, pour faire peur, nous les touristes. Cela doit faire partie du folklore. Une bonne histoire, un grand mystère fait toujours venir des curieux comme nous. Pour preuve, cette torche qu'on vient de voir près de la rivière. Vous oubliez que c'est une histoire vraie? S'écria Claire. Bob lui répondit d'un ton soupçonneux. Elle était vraie peut-être au départ, malheureusement pour cette dame et sa petite-fille qui s'est noyée, mais je ne pense plus que cela soit vrai aujourd'hui. Pour preuve, je vais m'en acquitter moi-même. Je vous ramènerai la preuve que cela ne fait partie que d'un stratagème fait par les gens du village pour leur amener des touristes. Il continua sur un ton déterminé. Qui vient avec moi? Et il y a eu un instant de silence. Il fut rompu par la voix d'Amélie, qui répondit à Bob. Je ferais bien de t'accompagner, grand ourdi. Tu te perdrais, même avec des panneaux. Alors je n'ose penser à ce que cela pourrait donner par une nuit sans étoiles et dans une forêt. Je vous accompagne aussi, s'exclama John. Je ne vais pas quand même vous laisser vous amuser tout seul. Je me sens l'âme d'un inspecteur. Allons de ce pas résoudre cette énigme. Il fit mine de prendre une pipe et de commencer à chercher des indices, avec une loupe tout autour de notre camp. Il s'arrêtait entre deux marches, et à nouveau faisait semblant de résoudre quelque mystère. Cela pouvait être une brindille écrasée, une feuille froissée, des branches qui s'inclinaient au sol, et beaucoup d'autres grands mystères de ce monde. Chacune de ces théories pour résoudre ces mystères nous faisait éclater de rire, comme celle qui nous expliquait pourquoi une simple feuille pouvait se froisser. Il nous répondait tout naturellement, elle se froisse pour ne pas tomber lourdement sur le sol et se brise que sa seule jambe. En quelques minutes à peine, il venait de résoudre, d'après lui, les grands mystères de ce monde. Il venait de faire effondrer toutes ces théories si tenaces et tellement prouvées par la grande médecine de la science. Cela, à cet instant, nous importunait peu. On passait juste un bon moment entre amis et cela nous suffisait amplement. Bob s'écria entre deux éclats de rire. Arrête tes idioties, tu vas nous faire mourir de rire. À ces mots, John sortit de son personnage comme s'il n'avait jamais existé. Il nous regarda d'un air étonné et nous demanda. Qu'est-ce qui vous fait tant rire? Puis il reprit d'un même ton. Qu'est-ce que je fais à quatre pattes sur le sol? Amélie prit la parole. Arrête de faire la comédie. Après nous avoir fait rire, tu essaies maintenant de nous faire peur. Allons-y, on y va maintenant. On a assez perdu du temps comme cela, s'écria Bob. On va les manquer si on reste ici. Dépêchons-nous d'aller vite jeter un coup d'œil. À ces quelques mots qu'il venait de prononcer, tout s'éclaira autour de nous. Amélie se précipita de rejoindre Bob dans sa marche. John se réfugia près du feu et le regardait comme s'il fixait le premier rayon de soleil. Claire se réfugia à mes côtés et me demanda de la prendre dans ses bras, comme si elle sentait à nouveau qu'un malheur allait bientôt s'abattre sur nous. Elle se mit à trembler et me demanda. Serre-moi plus fort, Julien, aussi fort que tu le pourras. Tout était devenu silencieux, le vent s'était arrêté de souffler, les branches, leur éternel mouvement et les feuilles, leur chute incessante. On aurait dit que, pour un court instant, le temps et les saisons avaient retenu leur souffle. Soudain, tout reprit vie. Bob venait de crier à John. Alors qu'est-ce que tu fais, John? Puis, d'un ton ironique. Tu ne viens plus avec nous, monsieur le grand inspecteur? En entendant cela, John continua à fixer le feu et répondit à Bob, d'une voix trouble. Plus tard, plus tard. Bob n'insista pas car il avait comme fidèle compagnon Amélie, ce qui le régissait doublement. Avant de s'enfoncer davantage dans la forêt,
Au bras de Bob, Amélie se tourna vers moi et Claire et nous fit un clin d'œil complice. J'ai eu une sensation étrange, comme si c'était la dernière fois que je la voyais de son vivant. Au bout de quelques minutes, le bruit des cailloux cessa. Il y régnait à présent un silence implacable. Claire, à notre étonnement, soupira. Il n'y a plus âme qui vive. Comme pour échapper à cette réalité, John lui répondit. Cela va faire une bonne douzaine de minutes qu'Amélie et Bob sont partis. Je suis sûr qu'ils ne tarderont pas à revenir au camp avec un visage réjoui. Puis il continua d'un ton plaisantin. Une promenade en amoureux nous donne souvent un visage souriant. Je répondis à John. Tu en sais quelque chose, n'est-ce pas, John? Cela fit sourire Claire à nouveau. Mais bientôt, ces sourires allaient laisser place à une vague de larmes. À cet instant, nous ignorons encore ce qui allait le provoquer. Leur absence commençait à peser lourd. Le temps s'écoulait si vite entre nos mains. Chacune des secondes qui s'en allaient nous disait inconsciemment que nos amis s'éloignaient de nous, de nos camps, et cela peut-être à jamais. Pour échapper à ce poids, John décida de briser le silence. Il nous dit d'une voix inquiète: Allons à leur recherche, il se fait tard. Ils ont dû se perdre. On ne prononça aucun mot, et on assista John dans ses recherches. On commença à les appeler, mais on n'obtenait aucune réponse de leur part. On décida d'un commun accord de s'enfoncer davantage dans la forêt. Comme pour nous réconforter, je leur dis: La forêt est si grande, ils doivent être trop loin pour nous entendre, et pour pouvoir nous répondre. Je suis sûr qu'on finira par les retrouver. On voyait à peine ce qu'il y avait à quelques mètres de nous. On avançait prudemment sur cette terre qui nous était devenue hostile. On finit par arriver là où se trouvait la vieille plaque. Devant nous, à la place des orchidées, se dressaient les ruines d'un ancien pont. On dirait qu'il était la seule frontière entre l'imaginaire et le réel, entre nos peurs et la crainte de cet imaginaire se réalise. John s'écria étonné. Elle n'était pas là tout à l'heure. Puis, il se tourna vers Claire et moi et nous demanda, comme pour se rassurer: Avez-vous vu ce pont lors de notre première visite? Claire lui répondit d'une voix affolée: Il n'était pas là du tout à l'heure. Ne restons pas ici. J'ai à nouveau un très mauvais pressentiment, comme s'il s'était passé quelque chose de terrible en ce lieu. J'essayai de réconforter Claire en la prenant dans mes bras. Ne t'inquiète pas, Claire, il ne nous arrivera rien. Mais avais-je assez de force et de volonté pour l'empêcher de se produire? John s'avança vers le pont et s'apprêta à y monter. Soudain, la voix d'une jeune femme cria à John: Ne franchissez pas ce pont étranger, car, une fois franchi, nul n'en revient. Ces mots nous glacèrent le sang. On se retourna en direction de la voix, notre regard se posa sur les traits d'un ange. La femme qui se tenait devant nous était d'une beauté incomparable. On aurait dit qu'elle était le fruit d'une union entre Aphrodite et l'Olympe, tant sa beauté nous frappait au cœur. Elle s'avança vers nous, sans bruit. Ses pas frôlaient à peine le sol, mais à cet instant, on n'y avait pas prêté attention. On ne buvait, John et moi, que sa beauté. On retourna parmi les vivants, quand Claire s'écria: Regardez, regardez, c'est elle! Elle s'arrêta devant nous, baissa les yeux au sol pour nous dire avec des mots remplis de tristesse: Je ne vous veux aucun mal. Il y a eu un instant de silence, puis sur un même ton, elle continua: Je leur dis à chaque fois de ne pas franchir ce pont, mais ils ne m'écoutent jamais. Claire lui demanda: Vous n'y êtes vraiment pour rien? Rien dans toute cette disparition? Avant que la femme n'eût le temps de répondre, la voix d'une petite fille nous cria dans notre dos: Maman n'y est pour rien. Elle veut juste vous aider. Écoutez-la et repartez près de votre feu. Vous y serez à l'abri. À ces mots, elle passa à côté de nous, comme le vent qui file. À peine avions-nous tourné la tête, qu'elle se trouvait déjà auprès de sa mère. Ce court instant venait de nous figer. On était là, immobiles, face à cette jeune femme et cette petite fille, sorties de nulle part. On s'extirpa de notre torpeur quand la femme nous parla à nouveau. Laissez-moi vous présenter Ophélie, ma petite fille bien-aimée. En entendant cela, on se tourna instinctivement vers la vieille plaque pour y chercher le nom de la petite fille qui s'était noyée. Il y était toujours écrit Ophélie. John bégaya de nouveau et demanda à la femme: Vous êtes la dame aux cailloux, celle dont la fille s'est noyée dans cette rivière? Ophélie n'apprécia pas cette remarque et cria à John:
Ma mère ne s'appelle pas la dame aux cailloux. Elle s'appelle Caroline, et je suis bien sa fille, Ophélie. » Puis elle croisa ses bras, on voyait qu'elle avait du caractère. On se mit à trembler malgré nous. La femme mit sa main sur l'épaule d'Ophélie et lui dit: « Excuse-toi tout de suite auprès d'eux. » Ophélie lui répondit: « Mais maman, fais ce que je te dis, » lui dit à nouveau sa mère. Elle prononça difficilement ces quelques mots: « Je vous présente mes excuses, mais ma mère s'appelle Caroline. » L'attitude d'Ophélie fit sourire Claire. Elle répondit à Ophélie: « Bonjour petite Ophélie, et à ta mère, Caroline. » Cela fit rire Ophélie, qui s'empressa de crier à sa mère: « Elle est gentille, mère. » John demanda à la femme, ou plutôt devrais-je dire à Caroline, d'une voix étonnamment distincte: « Vous n'allez pas du tout nous faire du mal? » Ophélie prit de nouveau la poudre d'escampette et cria à John: « Maman n'a jamais fait de mal à personne. Ce ne sont que des ragots colportés par les gens pour se distraire. On n'y est pour rien dans toutes ces disparitions. C'est de la faute de... » Caroline lui coupa la parole. « Tais-toi, tu vas de nouveau leur faire peur. » Ophélie lui répondit aussitôt: « Mais maman, nous devons les prévenir du... » Caroline venait de mettre sa main sur la bouche de sa petite-fille. Elle se tourna vers nous et nous dit: « N'écoutez pas ces bêtises, elle veut juste vous faire peur. Rentrez, allez au plus vite à votre camp et restez-y jusqu'au lever du jour. D'ailleurs, vous auriez dû y rester. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour vous dissuader de le quitter. » Claire instinctivement leur demanda: « C'était vous, ce vent froid sur nos visages, tous ces bruits de cailloux qu'on jetait dans l'eau? » Ophélie nous répondit avec une certaine fierté: « Le bruit des cailloux venait de moi. Dans la plupart des cas, cela suffit à dissuader les curieux et les couples d'amoureux à venir s'aventurer par ici. » Puis elle se tourna vers sa mère et lui dit: « Pas cette nuit, hélas, maman. » À cet instant, on croyait qu'elle parlait de nous, mais en réalité, elle parlait actuellement d'Amélie et de Bob. Nous allions bientôt y faire face. John, à notre surprise, leur demanda: « Avez-vous vu passer nos amis, Bob et Amélie? » Sans prendre son souffle, il continua: « Peut-être les avez-vous croisés? » À tant de questions inavouables, Ophélie et Caroline se tournèrent mutuellement l'une vers l'autre et, sans dire un mot, baissèrent les yeux au sol, comme pour se réconforter et de se donner du courage. Elle se prit la main. Caroline répondit à John à demi-mot: « Hélas, ils sont perdus. Vous ne les reverrez jamais. » Et continua en pleurs: « Je vous en supplie, allez-vous-en d'ici, et ne vous tournez pas. Quoi que vous entendiez derrière vous, le salut de votre âme en dépend. » Puis, en s'adressant à Claire et à moi, avec autant d'insistance: « Le salut de vos âmes à tous deux en dépend aussi. » Claire lui répondit instinctivement: « Le salut de nos âmes. » « Oui, le salut de vos âmes à tous, » nous répondit Ophélie d'une voix aussi triste et désemparée que celle de sa mère. Puis, avec autorité, Caroline dit à sa fille Ophélie: « Partons, la nuit n'est pas prête de se terminer. Il nous reste encore tant de gens à voir, à prévenir du danger qui court en restant dans ces bois. » Et tout en s'éloignant, elle dit à Ophélie: « Dis-leur adieu, car s'ils s'entêtent à rester là, tu ne les reverras plus jamais. » Ophélie se tourna une dernière fois vers nous et nous dit: « Si vous devez traverser ce pont, qui se trouve juste là, devant vous, écoutez le conseil de ma mère. Quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez, ne vous retournez jamais. Et si vous appelle à l'aide, dites-vous que ces appels sont pour vous perdre et vous faire tomber dans un piège. » Caroline l'appela de nouveau et lui dit: « Allons-y, ma fille, laissons-les à leur destin. » Caroline courut vers sa mère et lui prit la main. Tous deux s'enfoncèrent de plus en plus dans les bois. À chaque pas qu'elle faisait, leurs souhaits s'évaporaient sous nos yeux. On sursauta quand Claire s'écria: « Partons, partons au plus vite de cet endroit. Retournons à notre camp. Nous en serons en sécurité. Vous les avez entendus comme moi. Si on reste là, nous sommes perdus. » Puis, elle se dirigea vers un des sentiers qui nous menèrent à notre camp. Elle le prit et, sans dire un mot, je me tournai vers John et je lui dis: « Suivons-la. » John se tourna vers moi et je vis que tout son visage avait perdu toute expression. Me faisant un signe de la tête pour acquiescer, il devança mes pas. Après quelques minutes de silence implacable, John s'écria: « Nous n'allons quand même pas les abandonner? » Claire se mit alors à pleurer. Entre chaque larme, elle se murmurait: « Je le savais, j'aurais dû les empêcher de quitter notre camp. Tout est de ma faute. » John la prit dans ses bras et lui dit: « À mon étonnement, tout est de ma faute. »
Puis il continua sur son ton déterminé. Je vais aller à leur recherche. Se tournant vers moi, il rajouta: Julien, rends-moi ce dernier service, emmène Claire avec toi au camp, et restez-y jusqu'au lever du jour. On aurait dit qu'il avait entendu les murmures de son destin, et il s'y préparait à l'accomplir avec ardeur. Je lui répondis: Je ne peux pas le faire, John, en sachant que tu vas risquer ta vie en tentant de les retrouver. Claire essuya ses larmes et nous dit d'une voix autoritaire: Je ne partirai pas au camp sans vous. Nous avons déjà perdu Amélie et Bob, je refuse de vous perdre aussi. Sur un ton déterminé, elle rajouta: Je viens avec vous. Nous n'avons plus une minute à perdre, partons à leur recherche. Partons, s'exclama John, mais restez bien derrière moi. Et gardez en tête ce que nous avaient dit Caroline et Ophélie. Lorsque nous aurons traversé ce pont, il ne nous faudra pas regarder en arrière. Ne l'oubliez pas. Sur ces conseils, on se mit à suivre John sans même remettre en cause son autorité. Arrivé au pont, on le franchit sans feindre la moindre hésitation, et on le suivit d'un même pas. Nous n'avions en tête qu'un seul but, retrouver Bob et Amélie, nos amis sains et saufs. Mais à ce moment-là, on se faisait encore des illusions qui, bientôt, allaient laisser la place à la déception et à la dure réalité de ses bois. On dégagea de nos visages quelques vieilles branches et on finit par arriver à une petite clairière. Soudain, Claire me cria: Regarde, Julien, ce que je viens de trouver. Elle venait de ramasser la montre de Bob. Elle continua d'un ton plein d'entrain: Ils ont dû passer par ici. Mais elle s'arrêta net, se baissa et ramassa une vieille paire de baskets identique à celle d'Amélie. Elles étaient toutes trempées. On trouva cela étrange, car il n'avait pas plu depuis notre arrivée, mais personne n'eut le cœur de le dire à haute voix. Elle enleva les traces de boue qui se trouvaient sur la chaussure, et nous, d'une voix triste: C'est bien l'une des chaussures d'Amélie. Elle nous montra la chaussure. Regardez, il y a encore la signature que j'ai faite ce matin avant notre départ. Continuons, nous lança John. Ils ne doivent plus être très loin. Après quelques minutes de marche, on arriva devant un ensemble de rochers. En les voyant, Claire s'exclama: Regardez, on dirait qu'ils forment un cercle. Au même moment, le son d'une cloche retentit. En entendant cela, John s'écria d'une voix affolée: Dépêchez-vous d'entrer dans le cercle et fermez vos yeux. Sans même se poser la moindre question, on s'empressa d'aller nous réfugier dans le cercle que formaient ces cailloux. John nous prit la main, tout en nous disant à nouveau: Quoi que vous entendiez, gardez vos yeux bien fermés. Nous ne retrouverons jamais Bob et Amélie en vie. J'en suis sûr à présent. Puis, il continua sur un ton résigné: Nous sommes tombés dans un piège. À ces mots que venait de prononcer John, des ricanements retentirent tout autour de nous. N'ouvrez pas les yeux, se mit-il à crier désespérément. Puis, il se mit à réciter toutes les prières qu'il connaissait, sans savoir pourquoi. Claire et moi, on tomba à genoux. On se mit nous aussi à prier le ciel et tout messager possible pour venir à notre secours. On priait avec détermination et ardeur pour que nos tristes prières parviennent au ciel. Après quelques minutes interminables, les ricanements cessèrent. Il régnait à nouveau ce même silence dur et implacable que nous avions ressenti à notre arrivée. Puis, d'une voix plus déterminée, John nous lança: Restez à genoux et continuez à garder la tête baissée. Soudain, la voix d'un vieil homme retentit. Elle disait: Que faites-vous là, mes bons amis? Ne saviez donc pas que ces bois sont hantés? Puis, la voix se mit à rire. Cette voix nous semblait paisible et amicale. Elle était chaleureuse et accueillante. À cet instant précis, nous avions l'impression de ne plus être en danger. Une âme charitable venait de nous venir en aide. Que pouvions-nous en espérer de mieux? Nous étions sur le point d'ouvrir les yeux quand John nous cria: Ne vous laissez pas abuser par de si belles paroles. Puis il continua sur un ton complice: Croyez-moi, mes amis, gardez bien les yeux fermés. La voix répondit à John d'un ton calme: Pourquoi dites-vous à vos amis de garder les yeux fermés, alors que vous-même les avez grandes ouvertes? Il continua sur un ton plus ferme: Ne les aimez-vous pas, au point de ne pas les laisser voir de leurs propres yeux? John lui répondit d'une voix ferme: Je ne tomberai pas dans votre piège. Puis il reprit avec détermination: Vous ne les aurez pas non plus. John, en gardant la tête baissée, je murmurai d'une voix naïve à John: Pourquoi as-tu ouvert les yeux? Sans attendre la réponse de John, l'homme le précéda dans sa réponse. Il me cria, d'une voix remplie de joie: Tout acte de bravoure connaît ses heures de peine et de délivrance. Claire, surprise par la réponse de l'homme, demanda à John: Sais-tu, John, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces mots? John lui répondit d'une voix résignée:
Je connais les conséquences et le prix que chacun de nous devra payer pour notre délivrance. En entendant le mot délivrance, Claire s'exclama: Notre délivrance! L'homme se mit à rire à haute voix. J'eus un étrange pressentiment à ce moment-là. On aurait dit que le temps avait changé de direction, qu'il coulait non plus sur un fleuve aux eaux paisibles, mais qu'il dévalait les chutes des plus grandes cascades et sombrait de plus en plus dans une eau boueuse et sinueuse. À cette vérité, tous les arbres de la forêt prirent peur et s'arrêtèrent de respirer. Même la chaleur des étoiles ne parvenait plus sur nos visages. Cette idée m'attrista et je me dis intérieurement: elles ont dû, elles aussi, aller se cacher. Il ne doit plus rester à présent qu'une infime partie de ce qui faisait toute la beauté de notre ciel. L'homme reprit avec plus d'assurance: Votre délivrance, oubliez-la, vous ne la retrouverez jamais. Claire se mit alors à pleurer et dit entre deux larmes: Nous ne sortirons jamais d'ici vivants. Nous aurions dû écouter Ophélie et Caroline. Nous sommes perdus. Ce qu'avait dit John, à ce moment-là, resta à jamais gravé dans ma mémoire. Il nous avait répondu d'une voix pleine de confiance et de chaleur: Ne vous inquiétez pas, mes amis. Écoutez-moi, gardez bien vos yeux fermés, suivez tout ce que je vais vous dire et tout ira bien. Puis il termina sur mes mots: Ayez confiance. Claire cessa de pleurer et rétorqua à John: Dis-nous ce que nous devrons faire. L'homme répondit à Claire d'un ton colérique: Vous ne croyez quand même pas que je vais vous laisser partir d'ici sain et sauf? Sans émettre la moindre hésitation, John lui lança avec assurance: Vous n'aurez pas le choix, vous allez les laisser partir. Surpris par tant d'aisance, l'homme demanda à John: D'où te vient cette si grande confiance? Il reprit avec un ton rempli de curiosité: Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je suis curieux de savoir d'où te vient ton savoir, et pourquoi ne me crains-tu pas? Tu sembles même me connaître et m'avoir déjà rencontré. Puis il continua sur un ton sarcastique: Que je suis étourdi. Si cela n'avait pas été le cas, vous ne seriez plus là à cet instant pour vous en vanter. À cette réponse, John nous demanda de nous lever. Il prit ma main et la mêla à celle de Claire, tout en nous disant: Je serai juste derrière vous, n'ouvrez pas les yeux, quoi que vous entendiez. Quand je vous le dirai, vous allez courir droit devant vous, aussi vite que vous pourrez. Tenez-vous bien les mains serrées, et quelle que soit la raison, ne vous lâchez pas. Il répondit à l'homme d'une voix ferme et déterminée: Je sais comment vous vaincre. L'homme lui répondit d'une voix fière: Personne ne peut m'échapper. Et il y eut un instant de silence, puis l'homme reprit: Vous vous accrochez encore à quelques brindilles d'espoir, déjà emportés par le vent de vos craintes. Avec la même assurance, John lui répondit: C'est avec ce vent rempli d'espoir que je compte sauver mes amis. L'homme lui répondit d'un ton sarcastique: Tout comme vous avez sauvé vos amis. Il s'arrêta un moment, avant de continuer sur le même ton: Attendez que je me souvienne. N'était-ce pas ce Bob et Amélie, vos chers amis tant aimés? En entendant cela, Claire tomba à genoux et se mit de nouveau à pleurer. À chaque larme qu'elle versait, c'était un obstacle de plus qu'elle dressait devant elle. Elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Je me mis moi aussi à genoux, et je lui dis: Il nous ment. Je suis sûr qu'ils vont s'en sortir. Je pense ce que disait ma voix, mon cœur le régna. Claire le ressentit parfaitement. Elle savait que je lui mentais en lui disant: Ils s'en sont sortis. D'ailleurs, comment pourrait-elle me croire si moi-même je reniais mes paroles? Levez-vous, nous cria John d'un ton autoritaire. Puis, il continua sur le même ton: Mettez fin à tout cela. Cela n'a que trop duré. Il y eut de nouveau le silence, mais fut brisé par l'homme qui cria à John: Alors, vous comprenez enfin, vous n'avez aucune chance. Les larmes que vous versez en sont la preuve. Détrompez-vous, ce sont des larmes de joie, lui répondit John. Claire essuya ses yeux et se tourna vers John. À notre étonnement, dit: Je ne verserai désormais que des larmes de joie. Puis elle ajouta: Nous sommes prêts. John, d'une voix calme et apaisée, dit à l'homme: Je venais de me souvenir de ma grand-mère et du sacrifice qu'avait fait mon grand-père pour la sauver, elle et mon père, il y a 42 ans de cela. Surpris, je demandai à John: Ne m'aviez-tu pas dit que ton grand-père était porté disparu pendant la dernière guerre? John me répondit: Je le croyais aussi. Mais juste avant notre départ pour la forêt d'Adam aux cailloux, je suis allé rendre visite à ma grand-mère, et c'est là qu'elle m'a appris la vérité sur la disparition de mon grand-père. Il s'arrêta un moment et reprit: Il y a juste 42 ans de cela,
Il a disparu dans cette même forêt, dans cette même clairière. Ma grand-mère m'avait dit tout ce qu'il avait dû sacrifier pour leur permettre de vivre. Et sur un ton plus triste, il reprit: Je suis désolé, grand-mère, je dois le faire pour mes amis. L'homme se mit à rire et dit: Je me souviens de ce couple. La femme attendait un enfant. Il m'avait supplié de les laisser en vie et de les laisser partir. Il me fit une proposition que je ne pouvais pas refuser. Il m'offrait volontairement sa vie pour sauver celle de sa femme et de son fils. Puis il continua sur un ton ironique: Comme j'ai l'âme charitable, j'ai accepté tout de suite. John nous embrassa une dernière fois et nous dit: On ne peut aller à l'encontre de notre destin. Ne craignez plus rien. Tout sera bientôt terminé. Vous serez en sécurité. Claire cria à John: Je ne veux pas te laisser. Nous avons déjà perdu Amélie et Bob. Je ne veux pas te perdre non plus. John nous prit de nouveau dans ses bras et nous dit d'une voix chaleureuse: Je serai toujours à vos côtés, mes amis, tout comme le sont Amélie et Bob. L'homme s'exclama: Ces adieux me briseraient le cœur si, bien sûr, j'en avais un. Puis il reprit: Tu ne vas quand même pas tout sacrifier pour tes amis. John se plaça derrière nous et nous dit: Tenez-vous prêts. À mon signal, vous devrez courir sans vous retourner. Courez, courez jusqu'à ce que vous entendiez le crépitement d'un feu. Les battements de nos cœurs avaient laissé place à nos doutes et à nos craintes à percevoir l'avenir. Soudain, il nous poussa en nous criant: Courez, courez, ne vous arrêtez pas, je serai juste derrière vous. Mon instinct de survie prit les commandes de mon cœur et me dicta de m'enfuir. Je serrai la main de Claire et je l'entraînai dans une course folle qui ne se terminait jamais. À chaque pas qu'on faisait, John nous encourageait: Allez-y, mes amis, courez, courez, ne vous arrêtez pas. Mais plus on courait et moins on entendait sa voix. Après 10 bonnes minutes interminables à nous encourager, la voix de John avait complètement disparu. On courait, Claire et moi, toujours droit devant nous, sans même ralentir un seul instant, ni jeter un coup d'œil derrière nous. C'était la moindre des choses qu'on pouvait encore faire pour John. On n'allait quand même pas bafouer ses dernières volontés. Il voulait qu'on reste en vie. À chaque pas que nous faisions, nous nous en rapprochions de notre nouvelle vie, si chèrement payée. On arrivait à bout de souffle, mais on ne pouvait pas s'arrêter. On avait beau écouter le moindre bruissement d'herbe et de feuilles, on n'entendait pas le moindre crépitement d'un feu à la ronde. Claire s'exclama à bout de souffle: Je vais m'arrêter, je n'en peux plus. Lâche ma main et continue seule. Mais je refusais de la perdre aussi, je m'agrippais à sa main comme si c'était la dernière chose à laquelle je pouvais encore m'accrocher. Tout en l'attirant, je lui criai: N'abandonne pas, Claire, nous sommes presque arrivés. Après encore quelques minutes d'une course qui allait trouver sa fin dans un crépitement, je commençais moi aussi à perdre espoir. Soudain, comme par magie, on sentit la chaleur d'un feu et on entendit enfin son crépitement. Je criai à Claire: Nous sommes sauvés! On ouvrit les yeux et quel fut notre étonnement quand on vit que l'on serait devant notre feu dans notre camp que nous avions dressé pour la nuit. Comment avions-nous pu arriver à notre camp sans que nous ayons rencontré l'obstacle d'un arbre? On ne pouvait faire un seul pas sans qu'un arbre vienne se dresser devant nous. À vrai dire, on n'avait pas besoin de nos yeux, on s'était laissé guider par la voix de nos amis, car eux seuls pouvaient nous montrer le vrai chemin. Après avoir traversé tant de cruauté, la nature voulait se faire pardonner. Pour cela, elle nous offrit l'aube dans toute sa splendeur, une splendeur cachée au commun des mortels. Nous n'avions jamais vu, Claire et moi, un lever de soleil si enivrant et si chaleureux. On resta là pendant une bonne heure, sans dire un seul mot. On avait consacré cette heure aux souvenirs de nos amis, aux bons souvenirs que nous avaient laissés Amélie, Bob et John. On n'avait jamais pu élucider leur disparition. Leur histoire fait maintenant partie intégrante de cette légende. Mais est-ce vraiment une légende? Un conseil d'amis: si vous entendez un soir la vieille dame jeter des cailloux dans cette rivière, restez près du feu que vous avez allumé. Si vous ne voulez pas faire partie, vous aussi, de la légende de la dame aux cailloux.